Merci de rester fidèle au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu. Enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions en jeu, et ce n'est pas un jeu de mots. Ce numéro de votre émission Enjeu sera exclusivement consacré au nouveau code de la presse, surtout à la question de la dépénalisation du délit de presse qui constitue la principale pomme de discorde entre les députés et les défenseurs de cette disposition du nouveau code. Alors, pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau de Enjeu Maître El Hadji Diouf, député à l'Assemblée nationale. Bienvenue, Maître. Dans vos locaux, si agréable, si accueillant. C'est toujours avec un réel plaisir. Et Bakary Domingo Mané, journaliste et président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED. Bakary Domingo Mané, bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce plateau et me donner l'opportunité de s'exprimer sur un code sur lequel j'ai travaillé en tant que membre de la commission scientifique. Voilà. Maître El Hadji Diouf, je commencerai par vous. On parle beaucoup du nouveau code de la presse. Mais est-ce que ce code est actuellement dans le circuit de l'Assemblée nationale? Je ne l'ai pas vu. En tout cas, on l'a reçu plusieurs fois. Du temps du régime d'Abdoulaye Wade. Le projet a été déposé à l'Assemblée, nous l'avons reçu. Un séminaire avait même été organisé à l'intention des députés, en compagnie des leaders de la presse, par l'ancien ministre de la Communication, Moustapha Mbaba Guirassy. À l'époque, je me rappelle, il y avait les Ibadé Thiam, il y avait les Fatou Issa Aïdara, les Doudou Wade. Et Doudou Wade avait tout fait, bien sûr, pour respecter les recommandations du président Wade. Doudou Wade avait tout fait pour l'adoption de ce code. Et j'ai conduit la riposte. Il y avait aussi Maître Ablaye Babou, président de la commission à l'époque des lois. Et j'ai essayé d'expliquer aux députés et je les ai convaincus. Je leur ai dit que si vous votez ce code-là, et je sais que vous aimez très bien le président Ablaye Wade, mais il est pris en otage actuellement par les journalistes. Il ne souhaiterait pas être critiqué par les journalistes. Il aimerait certainement bénéficier de leur indulgence, avoir leur soutien. C'est pourquoi il fait semblant de les aider en leur disant « Je vais faire adopter le code sans changer une seule virgule ». J'ai dit aux députés « Attention, moi je suis juriste, je suis avocat. Ce code va rompre l'égalité des citoyens devant les charges publiques. » Alors, Bakary, selon nos informations, le nouveau code de la presse avait été retiré et depuis lors, il n'y a pas eu un autre texte sur le circuit ou sur la table des députés. Où se trouve le nouveau code de la presse, selon vous? En tout cas, aux dernières nouvelles, le président et le ministre, d'autres personnes qui entourent le ministre, notamment le directeur de l'information, avait donné l'information comme quoi le gouvernement allait reprendre le texte et le réétudier. Donc c'est la dernière information que nous avons reçue. Est-ce que le texte a été retiré au fin d'un autre examen? Parce qu'un séminaire va être organisé incessamment, dit-on, qui va regrouper à la fois la représentation
les journalistes et d'autres pans, n'est-ce pas, de la société, pour revoir encore le code de fond en comble. Oui. Bon, je pense que c'est ça la dernière information. Bien sûr. En attendant de retrouver le texte, faisons un peu de sémantique. Hein. Il y a une ambiguïté dans le terme dépénalisation, parce qu'il est prévu une sanction pécuniaire, mais la sanction, la peine même si la peine d'emprisonnement va être levée, hein, ne devrait-on pas alors parler de dépénalisation partielle? C'est même inapproprié de parler de dépénalisation. Il faut plutôt parler de déprisonnalisation. Déprisonnalisation. Parce que lorsque vous dites dépénalisation, ça signifie absence de peine. Or, dans le cas de figure, on a prévu des peines pécuniaires. C'est-à-dire que le journaliste qui diffame, le journaliste qui insulte, qui commet un délit dans le cadre de son travail est sanctionné, mais à la seule différence que maintenant il ne va plus en prison, mais on va lui demander de payer une amende c'est lourde. Vous savez, la philosophie qui est derrière tout cela, je pense que ça aussi les gens l'oublient. Parce que ce texte, il faut à la fois le comprendre en mettant en avant l'esprit et, disons, l'esprit et la lettre. Ce qui nous a amené, nous, en tant que responsables, en tant que membres du comité scientifique, à faire cette proposition-là, c'est que nous avons remarqué une chose. En tout cas, je pense que ce n'est pas Maître qui va me démentir. Je n'ai pas dit qu'aucun journaliste n'a jamais été en prison, mais peu de journalistes ont été en prison, hein, voilà, pour des délits de diffamation et consorts. Et nous avons dit que, quelque part, qu'est-ce que nous cherchons au fond? Est-ce que nous cherchons l'efficacité? Autrement dit, faire en sorte que ce métier devienne un métier fréquentable, parce qu'aujourd'hui, nous sommes assaillis de toutes parts par des gens qui n'ont rien à voir avec ce métier, n'est-ce pas, qui ternissent l'image de ce métier. Si nous voulons véritablement rétablir l'image, n'est-ce pas, la bonne image vraiment de ces métiers-là, il va falloir s'y prendre autrement. S'y prendre autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer quelqu'un en prison, en se disant que la prison, cette mesure est contre-productive, parce que ce n'est pas parce que vous envoyez, disons, quelqu'un en prison que la raison pour laquelle vous l'avez envoyé, cette raison a été éradiquée. Non. Donc, nous avons dit, autant frapper dans la poche, n'est-ce pas, des entreprises de presse. Donc, lorsque quelqu'un diffame, vous lui dites, vous payez 300 000 francs, ou bien 400 000, 1 million. Mais attends, s'il fait une bourde une fois, 2 fois, mais la 3e fois, c'est le patron de presse qui va le renvoyer, parce qu'il ne peut plus supporter les charges. Donc là, nous avons reçu. Il y a là vraiment un impact avéré. Or, vous envoyez un journaliste en prison, mais attends, il va signer des autographes. On a vu l'exemple aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, parce qu'il a séjourné en prison, les journalistes tous les jours faisaient des commentaires à la une des journaux, faisaient des contributions, les organismes internationaux de journalistes se sont mêlés aujourd'hui, ce sont ces journalistes-là, c'est ce journaliste-là qui est devenu une sorte de star. Voilà, je dis quelque part c'est contre-productif. Et alors, ce que Maître ne dit pas, c'est que le vent de la dépénalisation a soufflé sur toute l'Afrique. Vous prenez des pays comme le Niger, le Libéria. Vous prenez le Libéria, un pays qui est en guerre. Hein, voilà, aujourd'hui, a adopté la dépénalisation. Est-ce que vous allez dire que les journalistes sénégalais sont moins responsables que ces journalistes qui ont connu la guerre? Vous prenez l'exemple du Niger, hein, qui aujourd'hui est un régime militaire, hein, parce que c'est un militaire qui est arrivé. Donc voilà un régime, n'est-ce pas, qui a dépénalisé. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ces pays ont régressé? Non, je ne pense pas. Je pense que les députés ont mal posé le débat et on reviendra. On reviendra dans le fond. On reviendra donc dans le fond par rapport à cette question de dépénalisation. Mais au plan sémantique toujours, Maître, au plan sémantique, la dépénalisation, elle est à la limite partielle. Vous avez proposé un néologisme tout à l'heure en parlant de déprisonnalisation. Voilà, au plan sémantique, quel est le mot idéal? Je ne le sais pas, parce que je ne suis pas dans leur tête. Et ils veulent manipuler l'opinion, ils veulent nous tromper. Les journalistes. Ah oui? Oui, pas tous les journalistes, mais ceux qui sont à la base de ce texte pensent être les Sénégalais les plus intelligents pour être au-dessus de tous les autres citoyens.
Même le chef de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, peut aller en prison pour haute trahison. Les députés, si on lève leur immunité, ils vont en prison. Les ministres, ils vont en prison, jugés par la haute cour de justice. Tous les Sénégalais, quand ils font des erreurs, s'ils commettent des délits, ils doivent aller en prison. Mais pourquoi bouger une seule catégorie de citoyens dans l'exercice de ces fonctions? Cette catégorie doit être en dehors de la norme. Elle doit bénéficier, cette catégorie de citoyens, donc les journalistes, quel que soit par ailleurs le niveau, le degré de diffamation, d'injure, de dénigrement d'un citoyen, d'un concitoyen, le journaliste sait d'emblée, a priori, qu'il n'ira jamais en prison. Et là, je vais essayer d'expliquer. Vous savez, les poches là, nous sommes des avocats. Les amendes, qui les payent? Les condamnations pécuniaires. C'est du vent pour la plupart du temps. Mais il y a une fonction, la prison aussi. Ce n'est pas seulement essayer de corriger, etc. Mais il y a une sanction. Un effet dissuasif, vous pouvez dire. Non seulement dissuasif, mais de répression. On doit réprimer l'acte. On doit vous punir parce qu'on ne peut plus vous donner des cravaches, des coups de cravache. Mais on va vous maintenir dans un lieu. Ça va permettre de réfléchir. Pourquoi? Écoutez, vous venez de dire que telle personne, très respectable et très respectée, a engrossé la sœur de sa femme ou a engrossé sa propre fille. Le coup est déjà parti. La personne, même si on lui alloue $1 milliard de réparation, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est voir ce voyou-là, ce menteur qui a terni son image à jamais, être puni sévèrement en gardant en prison, en restant en prison. C'est ça qui va lui apporter un minimum de baume au cœur. Mais qu'est-ce que... Moi, je suis milliardaire. Par exemple, prenez un cas. Je donne un cas. Moustapha Niasse est milliardaire. Macky Sall, Idriss Seck, Tanor Dieng sont considérés comme des milliardaires. Ils vont en compétition électorale. Moi, un de ces ténors-là, je prends 10 millions. Je donne à un journaliste. Je dis que telle personne a, dans son passé, commis tel acte. Et ça, c'est faux, hein. Je te donne 10 millions. Et si on te condamne, c'est moi qui vais payer à ta place. Donc, non seulement je vais payer, mais tout de suite, avant même l'apparition de l'article, je finance. Mais il faut me descendre ce gars-là. Parce que c'est lui qui va m'empêcher d'accéder au pouvoir. Comme je suis milliardaire, je suis prêt à toutes les éventualités, pour toutes les condamnations pécuniaires. Même si vous n'êtes pas dans la profession, même si le conseil, la correcte, je ne sais pas, vous écartez de la profession, je vais vous embaucher chez moi. Vous allez dans mon cabinet. Je vais vous donner une villa. Mais vous aurez descendu mon adversaire politique. D'accord. Mais donc, voyez-vous que vous regardez comme c'est pernicieux. Oui. Alors, donc, je dis tout de suite, premièrement, nous juristes, nous sommes jaloux, profondément jaloux. Ça, je dis Niger, Libéria, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on apprenait le droit ici, le Sénégal, quand on est devenu un état de droit, ces pays-là n'étaient pas encore état de droit. D'accord? Donc, ici c'est un état de droit. Et tout le monde ici doit respecter scrupuleusement la loi. Et la loi est impersonnelle et générale. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Donc, et ils disent, eux, deuxièmement, que quand un citoyen ordinaire, qui n'est pas journaliste, diffame, ça peut arriver, dans un meeting, prenez le micro, vous diffamez. Parce qu'il y a un moyen de division publique. Et en public, vous avez déclaré quelque chose de grave. On peut vous poursuivre pour diffamation.
et on peut vous envoyer en prison parce que vous n'êtes pas journaliste. Mais quand un journaliste écrit des choses plus graves, il n'ira jamais en prison. Mais donc, il y a une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, on crée une catégorie de citoyens au-dessus de la loi qui violent la loi, mais qui n'encourent que des sanctions pécuniaires. Vous l'avez dit, on a compris votre position, Maître. Ça ne passera jamais. D'accord, on a compris votre position. Bakary Domingo Mané, plus concrètement, si la peine d'emprisonnement est écartée, qu'est-ce que le journaliste qui s'est rendu coupable d'un délit dans l'exercice de ses fonctions encourt comme sanction? Avant d'arriver à votre question, je vais démontrer qu'en réalité, les arguments de maître ne tiennent pas tellement la route. Vous savez pourquoi? D'abord, il pense que la démarche adoptée par le journaliste pour faire adopter, disons, ce code-là, cette démarche est pernicieuse. Elle ne l'est pas. Vous avez parlé tantôt des avocats, des députés qui peuvent être sanctionnés si on lève leur immunité. Mais au moins, ils ont une immunité, on est d'accord. Les magistrats bénéficient de ce qu'on appelle le privilège, n'est-ce pas, de juridiction. Vous parlez du président de la République. Il ne va pas être condamné, ce n'est pas n'importe quel tribunal qui va le juger, il a un tribunal spécial pour ça. Vous parlez de rupture d'égalité. Le président de la République, l'avocat que vous êtes, voilà, le magistrat, eux ne bénéficient pas de ce privilège de juridiction. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand le juge condamne un citoyen, est-ce que la seule voie, c'est la prison? Est-ce que c'est la seule voie? La seule voie n'est pas la prison, vous le savez. Le juge a la possibilité de mettre quelqu'un en prison comme ne pas mettre quelqu'un en prison. Donc le fait de ne pas pouvoir mettre quelqu'un en prison, c'est dans cette brèche, n'est-ce pas, que les journalistes se sont engouffrés. Nous ne sommes pas des citoyens à part, loin de là. Et il y a une chose que vous oubliez dans votre raisonnement, c'est que les journalistes, en mettant ça sur la table, nous avons aussi proposé, n'est-ce pas, des palliatifs. Les palliatifs, c'est quoi au fond? C'est le tribunal. Nous avons mis en place notre propre tribunal. Et là, vous en venez à ma question. Ah oui, nous venons... C'est quoi les sanctions précisément voilà, en dehors de l'emprisonnement? Le tribunal des pairs, voilà, et vous le savez, dans notre jargon, on dit, lorsque vous traînez un journaliste devant le tribunal des pairs, il est beaucoup plus attentif vraiment à la sanction qui va tomber plutôt vraiment qu'à la sanction du tribunal du droit commun. Donc, parmi la palette de sanctions, ça part des blâmes, l'avertissement, la proposition de retrait partiel ou définitif de la carte de presse. Vous savez, lorsqu'on vous retire définitivement la carte de presse, ça veut dire que vous n'existez plus. Et je pense que ça, c'est la sanction suprême. C'est la sanction suprême. Donc, que les avocats qui ne comprennent pas, ça c'est mon point de vue, je pense qu'ils ne comprennent pas fondamentalement les enjeux, n'est-ce pas, qui sont là. Je pense que ce n'est pas une prime vraiment voilà, une prime, voilà, à la... j'allais dire, une prime à l'impunité. Ce n'est pas ça non plus. Mais c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire qu'au fond, la dépénalisation ou la déprisonnalisation va renforcer encore la responsabilité, n'est-ce pas, des journalistes. C'est ça que les gens oublient. Voilà. Donc, ne pas dire que oui, nous sommes des citoyens à part. Non, nous ne sommes pas des citoyens à part. On a simplement dit que dans le cadre vraiment des sanctions privatives de liberté, ce sont ces peines-là, les peines privatives de liberté, n'est-ce pas, qui sont concernées. Mais je donne souvent un exemple pour illustrer mon propos. J'ai dit, un journaliste qui est convié à une conférence de presse, il quitte chez lui dans son véhicule, il fait un accident en cours de route. Mais attends, il n'est pas couvert par le code. Il n'est pas couvert par le code. Vous savez qu'est-ce qui va s'appliquer? S'il est fautif, vous savez, c'est le code pénal qui va s'appliquer. Il quitte, disons, ce lieu d'accident, il va à la conférence de presse. Maître El Hadji Diouf tient une conférence de presse où il insulte copieusement son adversaire politique. Le journaliste reprend les propos entre guillemets et les publie. Le lendemain, on dit diffamation. Vous êtes poursuivi pour complicité. Regardez vous-même. Pendant ce temps, alors que c'est vous-même qui avez tenu ces propos, le journaliste n'a fait que relayer les propos et on condamne son journal pour complicité, diffamation. Vous voyez? Vous pensez que c'est juste?
Alors, arrêtez de dire que nous sommes des super citoyens. Nous ne sommes pas des Vous super n'êtes pas, citoyens. vous ne le ferez jamais. Vous n'êtes pas, je n'ai jamais dit que vous étiez non, au-dessus. Mais c'est cela. Vous le laissez terminer, on reviendra vers vous. Laissez terminer. J'ai dit vous, par exemple, vous êtes, disons, des députés. Vous bénéficiez de quoi? De l'immunité parlementaire. Vous savez pourquoi vous bénéficiez de cela? C'est pour que vous puissiez jouer le rôle, n'est-ce pas, de démocratie, de levier de démocratique. Nous aussi, mais nous constituons un levier important de démocratie. Mais là, je rebondis, Bakary, et je pose la question à Maître El Hadji Diouf. Cette protection du journaliste, peut-on l'assimiler à l'immunité parlementaire dont bénéficient les députés? C'est l'erreur qu'il a commise. Il ne comprend rien. Il dit que j'ai répondu. Mais je crois que... Non, sa question est légitime. Oui, non, je vais l'expliquer. Parce qu'il a expliqué. Voilà. Il a développé dans le vide. Ah bon? Tout à fait. Il y a des corporations, qui bénéficient d'un privilège de laissez-moi terminer. Allez-y. Voilà, Vous savez, il a fait de l'amalgame. D'accord. En disant que oui, le président, les magistrats, les députés, il y a des immunités et des privilèges de juridiction. Ce n'est pas la même chose. Malgré tout, malgré ces privilèges de juridiction, malgré ces immunités, ils peuvent aller en prison. Et nous, ce n'est pas le cas. Mais je l'ai dit. Laissez-moi, c'est différent. Mais allez-y. Dans le cas de l'exercice de leur fonction, je dis, le président peut être condamné et emprisonné pour haute trahison. Vous, je dis dans le cadre de votre profession, comme le ministre, il y a des ministres qui sont arrêtés. Actuellement, il y a des ministres en prison. Il y a des ministres et des députés qui ont des immunités qui ont été levées. On a levé l'immunité de Omar Sarr et d'autres. Vous voulez dire que l'immunité, c'est une protection provisoire? Ce n'est pas une protection. Oui. Vous savez? C'est quoi alors? Non, c'est un statut donné à un représentant de tout un peuple. Les gens n'ont pas le même statut dans la nation, au sein de la nation, dans leur pays. Un président ne peut pas aller en flagrant délit, peut être jugé là-bas. Un ministre non plus. Mais il est journaliste. Mais un journaliste, il est comme un mécanicien. Mais alors, attendez. Ah bon? Vous exagérez. Il est comme un professeur d'université. Ça nous honore, hein? Il est comme un commerçant. Il est comme un pharmacien. Il est comme n'importe quel il rend un service public. Comme n'importe quel travailleur. Il rend un service public. Il peut être un greffier, comme un greffier. Avec les risques. Laissez-moi terminer. Il exerce un métier, une fonction qui est d'une nécessité absolue, d'une utilité reconnue. Parce que les gens ont le droit d'être informés. Et c'est un rôle capital dans une nation. Un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple qui ne comprend rien du tout. Donc les journalistes jouent un rôle considérable. Comme tous les mécaniciens qui, s'ils ne réparent pas les véhicules, mais aucun véhicule ne marche. Comme les électriciens, s'il y a des problèmes de panne de coupure de la Sénélec, si on ne peut pas régler la question du courant... comme le député. Laissez-moi terminer. Le député, il est d'abord mécanicien. Il est journaliste. Comme Ibrahima Sané qui est là-bas, à l'Assemblée nationale. Il est journaliste d'Ibrahima Sané, de la RTS. Il est actuellement député. L'homme de Tangiem, ou de Bignona, de Tangiem, je crois. C'est mon ami. Il est journaliste. Oui. Mais il a d'abord... Le député, il a été mandaté par son peuple. Il est mandataire, il a un mandat de 5 ans. Il représente le journaliste, le chef de l'État, on vote son budget, on le représente à l'Assemblée, le président de la République. Le Premier ministre, on le représente à l'Assemblée, on lui donne un budget. Et on est là pour tout le peuple sénégalais. Donc le député, je le dis toujours, est plus fort et, du point de vue du statut, même que le chef de l'État. Il est élu comme le chef de l'État, au suffrage universel direct, pour 5 ans. Et parce qu'il est plus fort que le ministre, le député. Le ministre, à tout moment, on peut l'enlever. Donc il a une immunité qui va avec son statut. Parce que c'est lui le peuple. Et son bureau là-bas, sa maison, c'est la maison du peuple. C'est le siège de la représentation nationale. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et ce député-là, pourtant, s'il commet des délits, on peut enlever l'immunité parlementaire et l'envoyer après en prison. Je dis donc, il a fait fausse route. C'est lui qui a fait fausse route. Comparaison n'est pas raison. Il a voulu comparer. Non.
je dis que le journaliste Ibrahima Sané ou un autre qui écrit, c'est différent du député qui est là pour un mandat pour représenter tout un peuple. Le ministre aussi, on ne peut pas l'envoyer dans n'importe quelle juridiction à tout moment pour le juger. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette protection du journaliste? Par contre, on ne peut pas dire qu'à partir de maintenant, si les mécaniciens bousillent les véhicules des gens, on ne doit pas les emprisonner. Parce que quand même, oui, le mécanicien, il est utile à la nation, donc sans lui, toutes les voitures qui tombent en panne risquent d'aller au cimetière des véhicules là. Donc, si vraiment, dans le cadre de l'exercice de sa fonction, le mécanicien commet des délits, il ne doit pas être emprisonné. Non, c'est une erreur. Et je continue. Non, mais attendez. Non, laissez-moi terminer. Je vous avais laissé parler. Non, vous avez parlé pendant longtemps. Non, laissez-moi terminer. C'est vous qui avez parlé longtemps. J'ai dit, il y avait deux dimensions que j'ai soulevées. Deux points. Le premier point, c'est son erreur. L'erreur qu'il a commise en disant que, oui, pourtant, il y a d'autres qui ont des protections. Dangam. Je dis, c'est faux. Je dis, ça, c'est lié à le statut et ils risquent la prison, ces gens-là. Par contre, le journaliste, lui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il ne risque pas la prison. Donc comparer ces cas-là, même avec le chef de l'État, qui, s'il commet le crime de haute trahison, il va en prison. Et le journaliste, lui, il commet un délit de diffamation, il ne va pas en prison. Okay. Maintenant, le deuxième aspect. On a compris votre position. Le deuxième aspect, on va terminer rapidement, c'est par rapport à la discipline. Oui. La période de blâme, avertissement, de tribunal des pairs. Oui. Là, je dois répondre. Prenons le cas des avocats et des magistrats. Nous avons notre conseil de discipline. Nous avons notre ordre, l'ordre des avocats, qui peut radier des avocats, qui peut suspendre, qui peut avertir. C'est le même cas avec le Coran. C'est le même cas. Mais malgré tout, les avocats sont envoyés en prison. Il y a le retrait de la carte de la presse et tout ça. Le retrait de la carte de l'avocat. Ouais. Vous êtes radié. Mais cela n'empêche pas d'aller en prison pour un avocat. Il y a pas, bien qu'il existe l'ordre, qu'il existe le tribunal des pairs, le tribunal des avocats, le conseil d'ordre qui siège en conseil de discipline. Mais on peut vous sanctionner, vous suspendre, vous radier. Mais le tribunal correctionnel, parce que vous avez commis un délit, vous avez bouffé l'argent de votre client, mais vous irez en prison en tant qu'avocat. Le conseil de discipline statue sur le plan disciplinaire. Vous avez des sanctions disciplinaires. Mais, parallèlement à ces sanctions disciplinaires, ou bien cumulativement avec ces sanctions disciplinaires, il y a des sanctions pénales qui vous attendent. Parce que vous avez bouffé, par exemple, 300 millions d'un client, mais vous irez en prison immédiatement. Là, vous êtes en train de vous répéter. Non, c'est très clair. Je termine. Je fais une conclusion. Non, c'est clair. Je termine sur les deux points. Le journaliste ne peut pas être au-dessus de la loi. Il doit aller en prison comme l'avocat, comme le ministre, comme le premier ministre, etc. On laisse maintenant Bakary développer un peu. Même le magistrat, il va en prison. D'accord. Même le magistrat, bien qu'il soit jugé par une composition spéciale, il peut aller en prison. D'accord. Donc, ils n'ont pas de protection par rapport à celle dont vous parliez. Ça veut dire que, oui, nous, comme les autres, nous avons droit à telle ou telle protection. Non, ça c'est par rapport à le statut. Un magistrat qui juge ne peut pas être dans le même tribunal, devant le même tribunal, avec des gens qu'il juge lui-même. Mais ça, c'est la bienséance, c'est l'intelligence même humaine. Ça, ce serait quand même idiot, excusez-moi, de mettre les magistrats qui jugent les gens avec ces gens-là devant un même tribunal. Donc on le prépare le tribunal. Voilà, merci Maître El Hadji Diouf. Bakary, une question Bakary. Est-ce qu'il ne faudrait pas relativiser cette peine, cette dépénalisation, relativiser donc l'abandon de cette peine de prison, la relativiser sous quelques conditions? Le journaliste peut aller en prison à condition de ceci, cela, quelques dispositions qui permettraient quand même de mieux encadrer et de ne pas donner un cutus comme ça et de dire un blanc-seing, de dire que le journaliste n'ira jamais en prison dans l'exercice de ses fonctions. Vous savez, il y a une chose peut-être que Maître devait apprendre à écouter, je pense que c'est important. J'avais dit à l'entame de mon propos
que le juge qui condamne un citoyen, est-ce qu'il a la seule possibilité, c'est d'amener, disons, ce citoyen en prison? Non, toi tu es juriste. Il a la possibilité de l'envoyer en prison ou de ne pas l'envoyer en prison. On est d'accord? Vous l'avez déjà dit. Il n'y a pas que la prison qui est la seule sanction. Alors, puisque la prison n'est pas la seule sanction, mais les journalistes, je n'ai rien contre les mécaniciens, je n'ai rien contre les autres citoyens. Je n'ai rien contre eux non plus. Mais vous avez tenté de nous dire que bon, nous avons les mêmes statuts que ces gens-là. Mais vous avez tout faux, maître. Vous avez tout faux. Vous savez pourquoi? Le journaliste, il travaille pour quoi? Vous savez quelle est notre raison d'être? Notre raison d'être, c'est que nous travaillons pour l'intérêt général. Si vous, bien sûr, ça, allez dans les écoles de journalistes, si vous ne connaissez pas, notre raison d'être, on travaille pour l'intérêt général. Le journaliste travaille pour l'intérêt général. D'ailleurs, même, on vous dit à l'école, écoutez bien, écoutez ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'un gouvernement prend une sanction. Écoutez-moi, attends, je vous dis, si vous ne savez pas, je vous dis au moins, c'est important. Vous n'allez pas jeter l'opprobre comme ça sur il y a des bons journalistes. On est sincères, sérieux. Il y a des vendus aussi, il y a des corrompus. Parce que simplement, vous méconnaissez un certain nombre de choses. Donc, il faut que je remette les choses à l'endroit pour que vous sachiez de quoi on parle réellement. Quand je dis que notre raison d'être, c'est le travail pour l'intérêt général, au fond, c'est quoi, au fond? Le journaliste, aujourd'hui, le gouvernement de Macky Sall peut prendre, disons, une décision, mais une décision qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de l'intérêt général. En ce moment, le journaliste a le devoir de se battre pour le rétablissement de cet intérêt général. Voyez-vous? Donc, vous voyez, ça se met, notre travail est au-dessus même du travail gouvernemental. Je suis en train de vous dire. Donc, lorsque vous dites que quelque part, vous assimilez le journaliste au mécanicien, mais vous avez tout faux, vous savez pourquoi? Nous sommes à la marge de la société. Et cette position marginale nous permet de parler au nom de tout le monde. Donc, si nous avons cette position-là, ces journalistes doivent être protégés, n'est-ce pas, par la société. On ne demande pas plus. On ne demande pas plus. Nous nous engouffrons dans des cadres prévus, n'est-ce pas, par la loi. Vous avez parlé, n'est-ce pas, des députés, vous avez parlé des magistrats, vous avez parlé d'autres personnes, d'autres personnalités. Mais au fond, pourquoi vous ne parlez pas de rupture d'égalité concernant, disons, le député? Pourquoi vous ne parlez pas de rupture d'égalité concernant le magistrat, concernant le président de la République? Pourquoi vous parlez simplement de rupture d'égalité lorsqu'il s'agit des journalistes? Nous n'avons pas le même statut, n'est-ce pas, que les autres Sénégalais que vous avez énumérés. Je n'ai rien contre eux, mais c'est notre métier, n'est-ce pas, qui nous met dans cette position, et la société a tout intérêt, n'est-ce pas, à nous protéger. Deuxièmement, je vous ai dit que quelque part, nous, on a parlé de déprisonnalisation, c'est vrai, mais le citoyen, le journaliste qui commet un délit en dehors de son cas, de son travail, mais il est condamné. Il est condamné, il va en prison. Mais on a simplement dit que dans le cadre de son travail, le journaliste est condamné. Il est condamné. À la seule différence seulement qu'il ne va pas en prison. Mais il y a des sanctions privatives de liberté. J'ai une question précise, Bakary. Non, s'il vous plaît, maître, j'ai une question précise, Bakary. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'un journaliste qui diffame un citoyen quelconque, ce citoyen porte plainte, le journaliste ne va pas en prison. Parce que c'est dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, l'effet contraire, c'est-à-dire que c'est le journaliste qui diffame. C'est le citoyen plutôt qui diffame le journaliste. Le journaliste, il porte plainte et le citoyen se retrouve en prison. Est-ce que cela ne vous gêne pas, cette justice à géométrie variable? Non, au fond, pourquoi ce n'est pas gênant? Parce que cette mesure a des mesures d'accompagnement. Parce que lorsqu'on dit qu'on doit protéger le journaliste, on doit le protéger de manière à ce que, vous savez, aujourd'hui, lui, il connaît la disposition légale. Vous traînez un journaliste en prison pour diffamation. À coup sûr, il est fautif. Lui, il sait comment on a libellé la loi. Non. Il ne s'en sortira pas. Ah bon? Il ne s'en sortira pas. S'il a les preuves de ses... Attends, même quand il dit type de preuves, vous savez ce qu'on lui oppose? Recel de documents. Arrêtez. Non, mais il le sait. Vous ne maîtrisez même pas. Non, mais si, je ne maîtrise pas quoi?
Mais le document, vous mélangez tout. Non, je ne mélange c'est pas vrai. Attendez, d'accord. Non, je ne mélange rien du tout. Je ne mélange rien du tout. Et là, j'ai dit, maître, un journaliste qui diffame, on lui demande d'apporter les preuves. À supposer qu'il dise quelque chose. Écoutez-moi, il dit quelque chose qui concerne des documents confidentiels. Il fait tout pour avoir ces documents confidentiels, qu'il exhibe. Mais la loi est là. On va le poursuivre cette fois-ci. Pourquoi? Pour résolve des documents qu'il ne devait pas publier, parce que ce sont des documents jugés confidentiels. Alors, vous osez me dire le contraire? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, parce que si vous ne maîtrisez pas un certain nombre de choses, vous devez... Non, attendez. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Non, je comprends parfaitement. C'est le terrain judiciaire qui maîtrise pas. Bakary, vous finissez. Je comprends parfaitement. Écoutez, on n'est pas sur le champ purement juridique. Il y a des choses intelligibles. Hein, voilà, on n'a pas besoin d'être juriste, n'est-ce pas, pour le savoir. Mais je suis en train de vous dire que la disposition est faite de manière que vraiment, il est difficile pour un journaliste de s'en sortir lorsqu'il est poursuivi pour diffamation. Mais ça... D'où la nécessité de le protéger davantage. Voilà, ça je vous dis. Voilà. Mais alors, un journaliste qui travaille pour le peuple, qui travaille pour l'intérêt général, je pense que le peuple doit le protéger. Très bien. Nous ne sommes pas des super citoyens. Loin de là, il faut essayer, il faut qu'il arrête de diaboliser les journalistes. Parce que lui, il est député. Mais attends, ils ne sont pas plus méritants, n'est-ce pas, que les journalistes? Non, je suis en train de comprendre. Mais c'est vous qui n'avez rien compris. Bakary, on a compris votre position. Parce que vous jetez l'opprobre, n'est-ce pas, sur le métier de journaliste. Quand ça? Vous avez tout faux. Bakary, non, mais c'est vrai. Je respecte beaucoup les journalistes. Parce que vous vous dites, mais au fond, on est quoi? Vous vous dites... Mes amis, ce sont les journalistes. Non, mais attends. C'est les Amadou, c'est... Là n'est pas la question. Voilà, très bien. Bakary, vous avez terminé votre propos, je suppose. Vous avez terminé. On a un problème très sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Oui, allez-y, oui. Après, tu as des amis, ça termine, Bakary. J'aime bien les journalistes. Très bien. Maître. Mais ils ne vont pas me manipuler et tromper l'opinion. Ça ne va pas passer. Maître El Hadji Diouf, le journaliste, on est d'accord, n'est pas un citoyen extraordinaire, mais comme Bakary l'a dit, il a besoin de protection quand même. Écoutez, il est protégé. Comment? Tous les citoyens bénéficient de la protection de l'État sénégalais. Dans tous les pays du monde d'ailleurs. Ça, c'est basique. Non, écoutez-moi bien. Les citoyens ont des droits et des obligations. Des droits et des devoirs. Et l'État a le droit de garantir la protection des journalistes. Donc, leurs droits sont reconnus et respectés. Donc, eux aussi, ils ont des obligations et des devoirs. Il a parlé de journalistes qui donnent des preuves et qui est poursuivi maintenant pour recel. Je dis, c'est la confusion. Quand je dis que telle personne a engrossé sa belle-sœur, il y a des documents à voler. C'est l'exemple. Hein. Je donne des exemples. Quand on dit que tel joueur de football a triché, il était malade, il a dit qu'il était malade, non, il voulait seulement aider son club pour ne pas venir en équipe nationale. Mais il faut porter plainte pour diffamation. C'est l'exemple. Hein. Ça, c'est pas des documents confidentiels à sortir. Oui. Je continue. Quand on dit qu'un journaliste, ou n'importe quel citoyen, a vendu un terrain appartenant à autrui. Donc il n'y a jamais vendu de terrain. C'est juste pour diffamer quelqu'un. Le gars, c'est qu'il n'a jamais triché dans sa vie. Il n'a jamais vendu le terrain de Mamadou. On l'a toujours dit pour le discréditer dans le quartier. Il n'y a pas de document à sortir. C'est un mensonge. Parce que quand on a recherché, on a vu que la maison n'a jamais été vendue. Mais venez au cas il dit qu'il y a 1000 exemples. Voilà, Par contre, c'est exceptionnellement qu'on parle des questions d'État avec la confidentialité. Hein, dans certains documents, dans certaines correspondances, on peut sortir des secrets d'État. En ce moment-là, hein, vous n'avez pas d'autorisation de sortir les documents. Où est-ce que vous avez pris? Ça n'a rien à voir avec... Et le droit d'informer? C'est différent. Maintenant, vraiment, je ne vais pas vous suivre. C'est une question comme... Non, on n'est pas dans le droit d'informer. On est dans l'applicabilité des peines. Quelles sont les peines applicables en matière de délit de presse?
On n'est pas en matière, en matière de recel de documents. Oui. Ça, c'est une autre infraction. Oui. Ça, même des non-journalistes peuvent le faire. Une secrétaire peut soustraire des documents, adresser à son patron et donner ça à des gens qui les exploitent. On peut les poursuivre en ce moment-là, ce secrétaire-là ou cette secrétaire-là. Donc ce n'est pas seulement pour les journalistes. C'est le document. N'importe qui vole des documents de l'État peut être poursuivi, pas seulement les journalistes. Il ne faut pas semer la confusion. Mais qui a dit que c'est les journalistes? Vous semez la confusion. Je continue. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est vous qui semez la confusion. Laissez-moi terminer. Oh là là. Il faut savoir. On ne va pas tromper l'opinion. Franchement. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai beaucoup de considération pour les journalistes. Mais je sais que des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie achètent ces temps-ci des journaux pour défendre leur cause. Je vais carrément d'ailleurs, Direct Info. Tout le monde sait que maintenant, défend Cheikh Amar. Wolf Grand Place et Siwel défendent Serigne Mboup dans l'histoire des véhicules là. Vous avez vu les versions tous les jours. Réplique contre réplique. Quand il me dit que les journalistes défendent l'intérêt général. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'idéal. C'est théorique. Mais aujourd'hui, comme le disait Jean-Paul Sartre, nul ne peut tirer son épingle du jeu. Ils sont tous embarqués. Et défendent des positions. Il y en a qui défendent le patron dans la guerre des télévisions. Fille mo gëna neex fele. Chaque jour me dégg. Là, on s'éloigne. Fille mo gëna neex fele. Amna wala amul. Entre deux télévisions ou deux groupes de presse qui ne se poussent pas. Et les gens ont des intérêts particuliers à défendre pour la plupart du temps. Et à ce moment-là, le métier de journaliste est trahi. Et ça me fait mal. C'est un métier noble. La fonction de journaliste, moi j'étais journaliste, enfin, j'écrivais dans Fagaro à l'époque, j'étais à la LDPT. J'aimais écrire, j'aime bien le journalisme. Mais vous n'étiez pas journaliste quand même. Oui, mais bon, j'étais étudiant. Mais je faisais fonction de journaliste. J'écrivais. Et j'aimais bien écrire. Même dans Sopi d'Ablaye Wade, j'écrivais. C'est tellement... Vous ne pouvez pas résumer les dérives qu'on constate dans la presse comme dans d'autres professions. Résumer le journalisme, la profession de journaliste. Non, laissez-moi terminer. À quelques dérives. Amadou, laissez-moi terminer. Les journalistes sont comme les ingénieurs, les professeurs d'université, les mécaniciens, les médecins, etc. Ils sont régis par des textes. Ils sont importants. Ils sont régis par des textes. Des textes. Si les gens voient ces textes-là, il ne faut pas généraliser. Je voulais lui montrer quelque chose. Voilà. Par contre, il y a dans la société des gens qui, de par leur fonction, ont un statut particulier. Par exemple, prenons les magistrats. Ils jugent tout le monde. Ils jugent même le chef de l'État. Ils jugent les journalistes. Ils veulent les comparer aux journalistes, les magistrats. En disant que oui, eux, ils ont... Cette question était déjà réglée. On a été à la diffamation et au recel de documents. Il est revenu sur ça. C'est-à-dire qu'un journaliste qui est condamné pour diffamation, s'il sort des documents, on peut le poursuivre pour recel de documents. Amadou, laissez-moi, s'il vous plaît, développer. Le recel de documents, est-ce que vous pouvez apporter au moins l'éclairage du juriste sur ce point-là? Non, moi, personne ne pourra me divertir. Oui. Le recel de documents, c'est une tentative de s'éloigner du débat. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que lui, il a... Comment le journaliste peut prouver qu'il n'a pas diffamé? Il a essayé de rebondir sur... Selon vous, comment le journaliste peut prouver qu'il n'a pas diffamé? Mais laissez-moi terminer avant de répondre à cette question. D'accord. Je ne veux pas qu'on sème la confusion devant les téléspectateurs. Ils pensent que les magistrats ne doivent pas avoir un privilège de juridiction, tout comme les ministres et les présidents. Je ne crois pas qu'il il a tenté de montrer ça. Il avait fait un parallélisme. Voilà. Non, j'ai dit qu'eux, ils vont en prison pourtant. C'est comme des délits dans l'exercice de leur fonction. Un magistrat corrompu peut aller en prison pour corruption. Bien sûr. Et eux, s'il faut des délits dans l'exercice de leur fonction, ils ne vont pas en prison. C'est une position claire. Donc, c'est une façon de tromper l'opinion. Ils ont un statut, parce qu'ils jugent, ils ne doivent pas être jugés dans les mêmes salles d'audience que les autres Sénégalais qu'on juge normalement et régulièrement. Je veux que ça soit clair. D'accord. Maintenant, venez-en à ma question. Et là, je venez-en à ma question. Maintenant, sur votre question, par rapport à votre question. Comment le journaliste peut se défendre en cas de diffamation, par exemple? Voilà. Comment il peut se défendre s'il n'a pas la possibilité de sortir des documents, sinon il serait poursuivi. Il a beaucoup de possibilités de sortir des documents. Comment? D'abord, vous dites que
telle personne qui exerce la profession de journaliste n'a fait aucune école de journalisme. Le journaliste qui l'écrit est attaqué pour diffamation. Parce qu'il a raconté une contre-vérité. On lui demande de prouver que l'autre n'a fait aucune école. C'est à lui, il n'y a pas de document à sortir, de prendre un ministère de justice pour sommer les différentes écoles de formation, les directeurs respectifs, pour dire qu'Amadou Diouf n'a fréquenté aucune école de journalisme. Et il gagne son procès. Où est le seul document? Il ne comprend rien, mon ami. Non. Vous avez vu l'exemple que j'ai donné? Non. Où est le document? Un autre exemple. Quelqu'un est accusé de vol ou de détournement d'argent. Mais il n'y a pas de document à sortir. Vous devez prouver ce que vous dites. Vous pouvez nous dire qu'il a volé dans la nuit du 20 au 21 tel vélo ou tel morceau de sucre ou tel qu'on a pu, avec la brigade, qu'on a pu récupérer. Et la victime s'appelle Aminata. Est-ce qu'il y a un document à voler pour montrer son innocence? Vous habitez dans le quartier où on vient de vous signaler que quelqu'un a volé ici un troupeau de bœufs, où il y a un voleur de moutons dans le quartier. Vous l'accusez alors qu'il n'y a pas de voleur de moutons. On dit que c'est Samba ou c'est Ibre qui a volé les moutons là qui ont disparu. Ce Samba-là vous dit, ben écoutez, il porte plainte. Il dit, moi je n'ai jamais pris de moutons. Vous l'avez diffamé parce que vous l'avez présenté dans le quartier comme un voleur. D'accord? Lui, mais pour cet Abdaram, pour montrer qu'il est blanc comme neige, il porte plainte. Est-ce qu'il y a des documents à prouver à sortir pour montrer qu'il a vraiment volé? Peut-être il suffira d'avoir montré au tribunal que j'ai des témoins qui vont défiler à la barre pour dire que effectivement ils ont récupéré chez le chef de quartier les moutons qui étaient en train d'être conduits par Samba. Et Samba a été arrêté et déféré. Tel et tel sont des victimes de Samba. Il y a des documents à sortir. Et à ce moment-là, vous devez relaxer purement et simplement. Parce que vous avez montré que Samba, c'est le voleur qui prenait tous les moutons du quartier et qui les vendait à la débiterie du coin. Dans le cas où c'est nécessaire de sortir un document. Ça, c'est exceptionnel. Oui, parlons de l'exception. Exceptionnellement, je ne sais pas, je ne trouve même pas d'exemple. Vous parlez de quelque chose qui concerne le gouvernement présent. Salutaire pour le peuple. Non, attention, voilà. Là aussi, comme vous l'avez dit, il y a le devoir d'informer. Mais le devoir d'informer ne donne pas aussi tous les droits. D'accord? Comment vous avez... Si le fait d'aller voler des documents dans le tiroir du ministre est considéré comme un délit de vol, mais vous devez tomber sur le coup de la loi. Parce que quiconque soustrait frauduleusement un bien appartenant à autrui est un voleur. Mais si vous voulez démontrer quelque chose, essayez de trouver d'autres moyens. Mais vous n'allez pas voler des biens qui ne vous appartiennent pas. Ça aussi, c'est un délit. Et vous allez attaquer le ministre après, qui dit, mais les documents là, comment vous avez fait pour les prendre? Mais si vous jouez loyal, légal, honnête, mais vous devez chercher honnêtement ces documents. Dès que vous êtes en possession des documents, sans les voler, sans, par effraction, entrer dans le bureau du ministre, qui est un délit aussi, pour voler des documents là-bas, sous prétexte que je dois convaincre le juge. Vous allez voler des documents. Vous êtes un voleur aussi. Il y a un recel de documents. Mais donc c'est des cas exceptionnels. Par contre, les nombreux cas qu'on trouve, c'est quoi? On sort un texte. On dit, tel a été arrêté à l'aéroport de Paris. Est-ce que c'est le document? Mais si vous avez des témoins, pendant son arrestation, notez qu'il a été. Vous donnez les noms des témoins. Vous savez, le témoignage, c'est la meilleure des preuves. À part l'aveu qui est l'arrêt des preuves. Vous amenez 7 voyageurs de France qui ont vu Modou Ndiaye arrêté à l'aéroport pour vol. Modou Ndiaye dit cite en diffamation. Ou bien porte plainte pour diffamation.
Moudou Ndiaye, malheureusement, à la barre, est confronté, présenté aux témoins qui étaient à l'aéroport Charles de Gaulle, roi Charles de Gaulle. Moudou Ndiaye dit, ah, moi, je m'arrête. Il dit, en compagnie de telle personne, on est allé voir le commissaire. C'est l'ambassadeur qui est intervenu. On compte l'ambassadeur. Il vient dire, effectivement, quand les concitoyens m'ont appelé, je suis descendu à l'aéroport pour faire l'intervention pour qu'on le libère. Mais le journaliste, immédiatement, il est relaxé. Où est ici un document Voilà, donc vraiment, il ne faut pas qu'on nous éloigne des vrais problèmes. Moi, mon problème, c'est qu'ils n'ont qu'à adopter le code. Mais en retirant, pourquoi ils ne veulent pas retirer la partie relative à la déprisonnalisation? Parce que dire que telle catégorie d'individus n'ira jamais en prison, et cette catégorie, elle est unique. Elle n'est ni député, ni ministre, ni président de la République. Cette catégorie, quelle que soit la gravité de l'information, de la diffamation, n'ira jamais en prison. Mais c'est créer une... Et ça n'aura jamais lieu dans ce pays-là. Les Sénégalais sont tellement intelligents qu'on ne peut pas les manipuler. Ils n'ont qu'à retirer la déprisonnalisation et adopter le code. Le code a des points positifs. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes journalistes. On est en train de bafouer leur dignité, de violer leurs droits. Et les patrons de presse, je crois, même préfèrent cette situation en disant oui, tant qu'on n'aura pas accepté. On est au terme de l'émission. Tant qu'on n'aura pas. Je termine par là. Les patrons de presse qui ne payent pas régulièrement et normalement les salaires et les indemnités, qui ne mettent pas les statuts de leurs travailleurs, ça les arrange qu'on ne vote pas le code. Mais on doit voter le code. C'est ça qui est plus important que la déprisonnalisation. C'est-à-dire les conditions de vie des journalistes. C'est ça qui est plus important. De lever cette peine d'emprisonnement n'ouvre pas une brèche pour que des gens maintenant se considèrent comme des gens au-dessus de la loi, qui vont se permettre tout et qui va avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire qu'on aura des gens, plus de gens qui vont croire qu'ils sont au-dessus de la loi, qui vont attaquer qui ils veulent sans risquer la prison. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir cet effet de retour de manivelle, selon vous? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Dans la mesure où, chaque fois qu'on parle de liberté du journaliste, on parle de responsabilité. Plus le journaliste a de liberté, plus il a une responsabilité à assumer. Il y a une chose que les gens oublient dans ce cas de figure. J'ai dit, on a proposé la déprisonnalisation, mais avec des mesures d'accompagnement. D'abord, le tribunal des pairs. Est-ce que vous savez que dans le code, que certainement, Maître Lage n'a pas lu, est-ce que vous savez que la non-observation des règles d'éthique et de déontologie devient un délit? Allez voir les magistrats qui ont leur ordre. Est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau? Non, attendez. Est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là? Non, mais attendez, maître. Moi, je suis dans le texte. Non, moi, je suis dans le texte. Vous n'êtes pas dans le texte. J'ai fait un séminaire à Sali. Non, d'accord. 5 minutes, on fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Donc, soyez beaucoup plus concis et beaucoup plus direct. Pour répondre à votre question, pour dire au fond, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter outre mesure. Ce n'est pas parce qu'on a voté cette loi qui contient ces dispositions qu'on va créer les conditions de dérapage. On ne va pas la voter. Non, ça ne crée pas les conditions de dérapage. Parce qu'avant tout, il y a une chose que les gens ignorent, c'est que dans ce code, on a revu vraiment l'entrée dans ce métier. Avant, la loi 96-04 disait quoi? Et journaliste, toute personne qui tire l'essentiel de son... qui tire l'essentiel de ses revenus dans ce métier. C'est-à-dire qu'on peut être avocat... Ça, c'est le tribunal, ça, avec les peines. Ça, c'est vous dans vous. Non, vous ne concernez pas. Je vous dis. Donc, comment vous dites, c'est pas le problème. Mais si vous faites des délits, prison. Dans le nouveau code, on a dit... Pour être journaliste. Regardez, dans le nouveau code, on a dit... Je vous aime bien, mais s'il vous plaît, maître, vous avez épuisé votre temps de parole. Laissez Bakary terminer, s'il vous plaît. Allez-y, Bakary. Allez-y, Bakary. Vous avez épuisé votre temps de parole. Bakary, allez-y. Oui, voilà. J'étais en train de dire que nous avons laissé un certain nombre de choses. Notamment l'entrée, les conditions d'entrée dans le métier. Dans le journalisme, on les a revues. Vous savez quoi?
est journaliste désormais dans le nouveau code. Mais c'est bien, ça prouve. C'est lui qui est sorti. Je connais, j'ai le texte. Non, attendez. J'ai le code. Mais c'est important de le dire, peut-être à l'endroit de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Alors, on avait donc la dépersonnalisation, maintenir ce qui est positif. Et journaliste, c'est lui qui sort d'une école de formation dûment reconnue par l'État. Déjà. Et journaliste, celui qui a une licence ou l'équivalent. Je sais, c'est bien. Qui séjourne 2 ans durant dans une rédaction. Tout le monde le sait ça. C'est les nouvelles dispositions. Les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Laissons-le continuer. Nous sommes en train de tirer le métier vers... Alors, enlevez seulement la dépersonnalisation, on voit le texte. Mais Bakary, j'ai une question, Bakary. Pourquoi vous tenez à ça? Parce que nous voulons protéger... Vous n'aurez pas. Très bien, Bakary. Vous n'allez pas prendre notre statut là, on ne va pas l'accepter. Le statut que nous avons, c'est un statut spécial. On va s'écouter un peu là. Bakary, s'il vous plaît, j'ai une question. Tout le monde va en prison au Sénégal, sauf les journalistes. Bakary. Mais illégal. Nous sommes à la marche de la société. Oui. Et Tout le monde, même le président de la République peut aller en prison. cette position Mais vous ne pouvez pas aller en prison. Bakary, répondez à ma question au lieu de faire un dialogue de sourds. Au lieu de faire un dialogue de Le sourds. président, vous devez Au lieu de faire un dialogue de sourds, répondez à ma question. Ma question elle est précise. Dans le code de la presse, il est beaucoup question du journaliste. On ne parle pas d'animateur. Oui. On a vu les émissions qu'on appelle des émissions people. Si aujourd'hui on enlève cette peine d'emprisonnement, est-ce que ce ne serait pas des tribunes où on peut diffamer qui on veut, faire tout ce qu'on veut, dire n'importe quoi sur un citoyen sans aller en prison? Vous savez, dans le code... Est-ce que les animateurs sont... D'abord, on parle des animateurs dans le code. D'accord. Et d'ailleurs même, j'ai dit, on est en train de tirer le métier vers le haut. Vous savez pourquoi? L'animateur, il faut avoir le bac, sortir d'une école de formation. Et le rôle de l'animateur, c'est quoi? C'est de lire simplement le contenu des programmes. Et il doit se limiter là. Il n'a pas le droit de donner l'information à l'antenne. Pardon, c'est clair. Je veux répondre. Pour vous dire que le code... Mais il faudrait que je parle quand même. Oui, mais vous allez parler. Le code est tellement riche que quand vous... Le code il est riche, je suis d'accord avec vous. Il est bon. Qui s'agrippe partie de dépersonnalisation. Oui, mais l'émission d'aujourd'hui, on s'intéresse à cette forme de discorde parce qu'aujourd'hui, le terme dépénalisation, ça dérange ou dépersonnalisation, c'est comme vous voulez, c'est pareil. Mais l'essentiel, c'est que cette question est la question principale de ce numéro. On aura l'occasion de revenir sur d'autres questions qui concernent le code de la presse. Mais là, c'est très bien d'entrer donc dans les autres détails qui concernent ce nouveau code de la presse. Votre dernier mot, Bakary Donguyongomane? Non, c'est pour assurer, Maître, et les autres députés qui hésitent encore à voter ce code. Je pense qu'ils vont le faire d'ailleurs, parce qu'ils vont comprendre un certain nombre de choses, parce que je pense qu'ils ne disposent pas de toutes les informations comme Elage. Elage, après, en tout cas, on se verra à huis clos. Je vais lui expliquer de fond en comble le contenu vraiment de ce code. Maître, votre dernier mot? Non, il se trompe. D'abord, les députés n'hésitent pas. Ce code, je le connais peut-être mieux même que lui. Donc, on a trouvé des séminaires sur le code. Avec Moustapha Baba Guirassy. Ensuite, les chefs Bambadji sont venus pour nous convaincre. Ils ne peuvent pas nous convaincre. Je suis membre du scientifique. On a tenu des jours de réflexion à Sali. On a passé le code mieux que moi. À Sali, on était ensemble. Donc, on a dit votre dernier mot. D'accord, il ne doit pas maintenant. Il ne doit pas maintenant. Je vais démontrer son argumentaire. Bakary, vous avez fini votre temps de parole. C'est de la prétention. Donc, j'ai dit que les députés n'hésitent pas. Les députés rejettent. N'hésite pas à voter, adopter. Les députés, depuis Doudou Wade, depuis l'ancienne législature jusqu'à maintenant, les députés rejettent systématiquement ce code-là. Pourquoi? Les députés disent, mais les journalistes là quand même. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On dit que si nous enlevons seulement cette partie des prisons d'arrestation, on va voter le code. Parce que le code, il est bon. Il permet, surtout aux jeunes journalistes, avec la convention, d'être protégés. Du point de vue rémunération, etc. Les journalistes sont vraiment en sécurité. La sécurité sociale est garantie. Mais on nous demande seulement d'enlever cette partie qui les met au-dessus de tous les citoyens. Si vous enlevez cette partie, pour dire que maintenant, si vous commettez des délits, voilà. Il reste une minute, le temps de conclure. Vous allez aller en prison. Voilà, la réflexion va se poursuivre. Magnifique. Très bien. Maître, la réflexion va se poursuivre. Et là, c'est la fin de cette émission. Très bien. C'est la fin de ce numéro de Enjeu. Nous vous retrouvons dans 15 jours pour notre numéro.
S'il vous plaît, maître, laissez-moi conclure. Non, ils vont nous tromper, ils vont manipuler les gens. Ça ne passera pas. Merci, maître. Ça ne passera pas. Merci, Bakary Domingo Mané. Chers téléspectateurs, nous vous disons également merci d'avoir suivi ce numéro de Enjeu qui a été très chaud. Vous le constatez. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Enjeu. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. On ne votera pas. Au revoir. Au revoir, on ne votera pas.